Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du bulletin GP. Mon nom est Abdou Sall et je vous accueille à cette émission d'après-course dans le cadre du Grand Prix d'Italie 2024 qui fut excitant pour plusieurs tifosi surtout, mais certainement pas pour celui avec qui je vais parler, François Carignan. Salut François. Est-ce que tu viens juste de m'appeler un tifosi, toi? Ben, honnêtement, aujourd'hui, je pense que ça aurait été mieux. Ouais, aujourd'hui, ben, je pense que avec ce qui s'est passé, je pense que tu avais envie d'être un tifosi. Oui, exactement. Mais non, merci pour l'invitation, Abdou, ça va bien? Ça va très bien, et toi, parce que, pas pour faire une référence soccer, mais il y a Liverpool qui vient de marquer. Bref, ça va bien sinon, à part de ça. Focus, Abdou, focus. Ouais, focus. Bref, il y a le Grand Prix d'Italie qui a eu lieu, puis évidemment, au moment où on se parle, c'est encore la folie. Parce que Charles Leclerc a remporté le Grand Prix d'Italie, on pourrait dire contre toute attente, devant Oscar Piastri et Lando Norris. C'est votre podium. Ce sera pas bien long parce que ensuite, en 4e place, on a Carlos Sainz. 5e, Lewis Hamilton. 6e, Max Verstappen. 7e, George Russell. 8e, Sergio Perez. 9e, Alex Albon. Et 10e, Kevin Magnussen, qui a eu une pénalité de 10 secondes pour avoir causé une collision. Et il sera suspendu pour le prochain Grand Prix en Azerbaïdjan, étant donné qu'il a ses 12 points de pénalité sur un an. Et on n'a perdu aucun pilote, et on n'a pas eu de drapeau jaune non plus. Alors, François, comme d'habitude, performance, contre-performance, moment cocasse. Performance du jour, ben écoute, je vais tricher un petit peu. Ouais. Puis je vais sortir de la F1. Je vais sortir la performance du week-end. Gabriele Bortoleto. Oui. De 22 à 8e, ben en fait, hier, là, de 22e à 8e. À égalité, au même chrono avec Denis Sauer. Donc, il s'est partagé le dernier point. Puis aujourd'hui, de 22e à premier. Donc, je pense qu'on peut dire performance du week-end, parce que la qualification n'avait pas lieu ce week-end, mais bien vendredi. Ouais. Mais en F1, Charles Leclerc, vraiment, là, superbe travail. Colapinto aussi, vraiment, là, super beau travail. Course propre et celui qui a gagné le plus de positions en course, si je me trompe pas. Piquet Mag, c'est rare qu'on le voit dans les points, malgré le fait que ça va être une course qui va lui coûter cher à part de ça. Là, bon travail. Contre-performance, Lando Norris, honnêtement, je suis désespéré. C'est dégueulasse. Non seulement son départ. Tu sais, honnêtement, je me disais après le premier virage, après la première chicane, finalement, il va l'avoir. Puis, même pas un kilomètre plus loin, il était rendu 3e. Ouais, c'est encore. C'est atroce. Ouais. Pour vrai, il y a un blocage mental. Pas dans ce cas-là, là, mais genre, ça va le marquer. Le fait qu'il soit juste pas capable de garder ses positions. Mm-hmm. Puis Carlos Sainz a fait, pour revenir un petit peu dans les moments cocasses, si on veut, là, Carlos Sainz qui a vraiment là, fait tout ce qu'il pouvait pour, même jamais, il a pas gardé les deux McLaren derrière lui pendant 5-10 tours, là, il a vraiment fait tout ce qu'il pouvait, puis probablement que l'Italie au complet a bien apprécié. Puis sinon, quoi d'autre? Je te dirais aussi que Lance Stroll qui termine derrière tout le monde, puis qui essaie de faire un tour rapide à la fin avec les gommes tendres. Ouais. Complètement inutile. Pour moi, c'est un peu cocasse, là. McLaren s'est échangé les tours les plus rapides tout le long de la course. Puis encore une fois, Lando Norris a réussi à faire le tour le plus rapide au dernier tour de la course avec des gars musés. Puis il était presque une seconde complète plus rapide que Stroll sur des temps. Fait que, voilà. Ben, en fait, je pourrais dire qu'il n'y avait rien à faire. Je comprends même pas la décision d'Aston Martin d'avoir mis Stroll sur des
attendre. C'est d'ailleurs le seul. Non, il a juste gaspillé le caoutchouc, honnêtement, rendu là. Ouais. Donc, non, c'était un week-end un peu oublié pour Lance Stroll. Et effectivement, c'est bien d'avoir mentionné Franco Colapinto. On va revenir, mais il a fini 12e à son premier Grand Prix en Formule 1. Ouais. Moi, ma performance du jour, en Formule, évidemment, globalement, Gabriele Bortoleto. Ensuite, en Formule 1, je vais la donner à Charles Leclerc. Et je pense qu'on en reviendra. Je pense pas que c'était quelqu'un auquel on s'attendait remporter la course. Alex Albon, c'est un peu mitigé parce que oui, il finit 9e, mais disons qu'il y a eu un peu des difficultés avec son relais sur les durs aussi. Kevin Magnussen aussi, je pense que ma mention honorable, je vais la donner à Franco Colapinto. Quoique Kevin Magnussen aussi, pour l'ensemble de son travail, sauf la pénalité, il mérite une mention honorable. Contre-performance, McLaren dans l'ensemble, pour l'ensemble. Oui. J'irai pas juste à dire Lando Norris, je pense. Quoique Oscar Piastri a fait aussi le travail, mais a usé de ses pneus, on en reparlera après. Mais dans l'ensemble, McLaren qui a bousillé un doublé facile. Ouais. Sinon, Nico Hülkenberg, oui, je comprends qu'il a été, et même Daniel Ricciardo, tassé par... Hülkenberg a été tassé par Ricciardo. Ensuite, il fait un dive bomb vraiment en retard sur Yuki Tsunoda, le tape, force Tsunoda à l'abandon, finit 17e, et encore une fois devant une Sauber, quoi qu'on les a pas vus, encore une fois. Donc, ça, c'est une course à oublier. Puis pourtant, Hülkenberg a fini, était parti 10e. Et moment cocasse, c'était avant la fin de semaine, ce n'est pas tant. Heureusement, il n'y a personne qui a été blessé. C'est évidemment cet accident de la voiture de sécurité à la Parabolica. Quelle drôle de manière de commencer la fin de semaine. Je sais qu'il y a déjà eu des accidents en lien avec la voiture de sécurité elle-même. Je sais qu'il y en a eu en IndyCar, mais c'est très rare. Bref. En fait, Bernd Maylander a réalisé qu'il n'y avait plus de frein là, et qu'en arrière, si je ne me trompe pas, et lui-même a contrôlé son dérapage, envoyé la voiture sur le côté pour justement éviter une collision de frontale qui aurait pu être beaucoup plus dangereuse de ce que j'ai compris. Donc, malgré ça, chapeau à lui, personne n'a été blessé. Heureusement, tout était all right pour Bernd Maylander. Et heureusement, on n'a pas vu la voiture de sécurité, donc il a eu une journée tranquille. Donc, tout ça pour ça. On va passer vraiment à l'essence même de ce podcast. C'est revenir sur cette victoire incroyable de Charles Leclerc au Grand Prix d'Italie. Et en plus, François, il a gagné les 2 courses qui comptaient le plus pour lui. Écoute, je pense que si jamais tu t'avais donné 2 coupons là, à Charles Leclerc au début de la saison, puis il disait choisis tes 2 courses que tu vas gagner cette année, il était 2 en 2. Monaco chez lui, puis Monza devant ses partisans là où il est traité presque comme un demi-dieu. Mm-hmm. Donc, félicitations à lui. Sans vouloir rien enlever à Leclerc, je pense que c'est plus une défaite de McLaren qu'une victoire de Ferrari. Là. Mais regarde, il a fait ce qu'il fallait. McLaren n'a pas fait. Exact. Et ce qui a surtout joué dans la balance de la victoire de Charles Leclerc, c'est en fait le fait d'être resté sur une stratégie à un arrêt, en fait. Parce que, évidemment, McLaren, Charles Leclerc s'est arrêté au 15e tour, donc un tour après Lando Norris, lorsqu'il y a eu l'undercut provoqué par ce dernier, justement. Et ensuite, McLaren a décidé de s'arrêter encore une fois parce qu'il y avait des problèmes, parce que les pneus médiums étaient usés, en fait.
Non, les durs étaient usés, pardon. Ok, ça me mais ça fonctionne. Et ce qui est surprenant, en fait, c'est que Leclerc s'est arrêté bien avant Carlos Sainz, qui, lui, avait dit à la radio que pourquoi les front-runners se sont arrêtés plus tôt, alors que lui, il pouvait profiter du fait de rester un peu plus longtemps pour justement avoir un peu plus de vie dans les pneus durs, mais ça n'a pas fonctionné vu qu'il a été dépassé par les deux McLaren, alors que Charles Leclerc, lui, il était dans le coup pendant toute la course. Ouais, j'ai l'impression que jusqu'au 30e tour, aucune des deux écuries savait vraiment lequel qui avait l'avantage. C'est vraiment l'usure un peu plus, beaucoup plus rapide dans le fond chez McLaren. Surtout, là, ils disaient les pneus avant-gauche pour les deux pilotes. Mm-hmm. Les deux pilotes, en fait, Norris et Piastri se sont échangés les tours les plus rapides pendant un certain temps, probablement croyant que ils allaient s'arrêter de toute façon pour un dernier train et que Ferrari ferait la même chose. Et en assumant ça, probablement, peut-être ouvert la porte ont ouvert la porte à Ferrari en ne protégeant pas leurs pneus. Il y avait une avance assez confortable. Puis après ça, Dorner, c'était quelques secondes, là, à peu près un 4-5 devant Leclerc, si je ne me trompe pas. Et puis, à un certain moment, l'usure a mené à des erreurs. Leclerc se trouvait directement derrière Norris. Donc, à ce moment-là, c'était rendu presque par défaut. Là, McLaren avait perdu son pari. Mm-hmm. Et puis, à ce moment-là, ce qui aurait pu arriver, qui aurait peut-être sauvé la mise, c'est de séparer les stratégies, d'en garder un des deux pilotes pour aller long, même si jamais ça sacrifiait la victoire de ce pilote-là. Et puis, donc, de séparer là, 1 à 2 arrêts, un arrêt pour peut-être protéger un podium, une meilleure position sur le podium, ce qui n'a pas été le cas. Exact. Ça aurait peut-être été une victoire d'un des deux pilotes McLaren avec un 2-3 Ferrari, admettons, quelque chose comme ça. Mais c'est l'inverse qui s'est produit. Exact. Et c'est surtout aussi dû au fait que même, on va revenir au début du Grand Prix, Charles Leclerc s'est retrouvé devant Lando Norris avec un dépassement sublime d'Oscar Piastri sur Lando Norris à la fin de la Curva Grande, à la deuxième chicane. Et vraiment, j'avais envie de dire, pour Lando Norris, tout recommence parce que c'est encore une fois un premier tour où il ne mène pas après avoir obtenu la pole position dans n'importe quelle façon. Ouais. Ben, cette fois-là, honnêtement, c'était pas de sa faute. Piastri a fait exactement ce qu'il fallait. Ce que Norris n'a pas fait, c'est fermer la porte directement après, par contre. Ouais. Il a laissé... je pense qu'il a été tellement pris au dépourvu que il a juste essayé de ne pas toucher son coéquipier Oscar Piastri. Et ce que ça a fait, c'est que je pense que ce moment d'hésitation-là a fait en sorte de se retrouver dans une mauvaise posture sur la piste. Et puis, Leclerc est passé à côté sans se faire trop prier. Mm-hmm. Et puis, à partir de ce moment-là, c'était sûr que Lando Norris allait se retrouver à un certain moment, allait pouvoir reprendre sa place derrière Piastri. Ouais. Mais ça l'a... Cet événement-là a mené à une situation où il n'y avait pas la possibilité de faire sa propre course. Ouais. Puis, les Papaya Rules, on ne sait toujours pas ce que c'est parce que quand tu s'est fait dire tu peux aller chercher un score, mais Team Rules, Papaya Rules, Lando, à partir de ce moment-là, a perdu du terrain. Fait que j'ai aucune idée qu'est-ce que ça veut dire, finalement. Mais
Piastri, honnêtement, a fait ce qu'il fallait. Je pense qu'honnêtement, McLaren est plus à blâmer que ses pilotes un petit peu dans cette situation-là. De pas voir le big picture puis de leur dire, les gars, c'est pas le temps de brûler vos pneus. Il y a une possibilité que les Ferrari aillent sur une stratégie. Puis, il y a toujours, évidemment, la possibilité du safety car qui plane autour. Donc, vraiment, McLaren a juste manqué de préparation, de vision globale par rapport à ce qui se passe autour d'eux. Ouais, et effectivement, ça c'est vraiment dommage parce que oui, on parle beaucoup d'une victoire de Ferrari, mais c'est surtout et je l'ai dit aussi sur le chat, c'est un bottle job de la part de McLaren. Ouais. C'est un joke parce que ils avaient ça entre les mains en fait. D'autant plus que je pense que si les positions, au vu en fait des résultats de Max Verstappen et de Sergio Perez, je pense qu'il y avait une chance d'aller pour McLaren de mener le championnat des constructeurs s'ils étaient premier et deuxième. Oui, ben oui, il y a 8 points maintenant. Fait que ça aurait été facilement, McLaren aurait pu le prendre là-dedans. Ben, OK, pour ce qui est de bottle job, pas complètement. Je pense réellement que vu l'état des pneus, ils ont fait la bonne chose. C'est juste, ils sont pas... Comment je te dirais? J'appellerais plus ça un choke qu'un total bottle job. Tu sais, je veux dire, t'as quand même 2 pilotes sur le podium. Ça pourrait être pire, honnêtement, mais c'était pas ça qui était supposé arriver. Ouais, mais en même temps, tu sais, quand tu as l'occasion, justement, parce que d'avoir un doublé. D'avoir le doublé, c'est pour ça que je le mets comme un bottle job, parce que c'était une occasion en or, d'autant plus que Red Bull était pas vraiment dans le coup. Et soyons honnêtes entre nous. C'était vraiment un des pires week-ends de Red Bull en termes de performance cette saison. Depuis Singapour l'an dernier, facile. Je ne me rappelle pas si Verstappen a été touché à la 5e position. Je pense qu'il a été 6e à Monaco. Non, je veux dire aujourd'hui. Ah, OK. Je pense pas que Max a complété un tour en 5e place. Je pourrais me tromper, là, mais il était absolument pas là. Puis même quand tu as essayé de ralentir Norris, un tour. Ça, regarde, il y avait absolument rien à faire. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe chez Red Bull en ce moment. Bon, évidemment, la semaine dernière, Max a été chercher la 2e place et Checo la 6e, si je me trompe pas. Donc, tu sais, c'est pas si pire que ça. Mm-hmm. Puis évidemment, bon, le circuit convenait beaucoup plus à des voitures comme Ferrari qui ont probablement, à un certain moment donné cette saison, ont vu qu'ils n'étaient pas dans le coup pour le championnat. Donc, peut-être ont concentré leur développement pour des circuits rapides comme Monza, comme Vegas, peut-être plus un package pour des circuits à low downforce. Mm-hmm. Donc, je sais pas, là, je pense que Ferrari la semaine prochaine va encore être dans le coup à Bakou. Justement, on regarde un petit peu le genre de rendement qu'ils ont sur un circuit à très haute vitesse. Mais après ça, il y a d'autres circuits comme le Brésil, etc., que ça va peut-être redevenir un petit peu compliqué. Mm-hmm. Donc, j'ai hâte de voir. Et je veux revenir sur Ferrari et surtout la stratégie masterclass qu'ils ont eue en fait surtout avec Charles Leclerc. Justement, moi je pensais à ça. C'est vrai que Ferrari nous a souvent surpris avec des désastres stratégiques, mais il faut se le dire, aujourd'hui, ils ont bien fait. Ils ont été capables de
de faire confiance en Charles Leclerc qui était capable de bien gérer ses pneus. C'est dommage pour Carlos Sainz parce que je sais qu'il a l'habitude de bien le faire, mais je pense que ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Et surtout que Ferrari, je pense, a souvent, je pense que j'ai remarqué, côté gestion de pneus, ça n'a pas été... Non. Ça n'a pas été fameux. Surtout pas les 2 dernières années où que c'était carrément leur talon d'Achille. Exact. Et vraiment, et là, je pourrais dire Ferrari, on peut pas dire que Ferrari n'a pas eu le courage de oser rester en piste. Alors, je dois lever vraiment mon chapeau à la Scuderia et surtout au sang-froid de Charles Leclerc qui est resté dans le premier relais proche de la McLaren de Piastri. Certes, il regardait les miroirs, ses miroirs pour regarder où se trouve Lando Norris. Mais aujourd'hui, il a été capable d'être calme. Certes, il a questionné la décision d'y aller, de s'arrêter tout de suite après s'être fait undercut, de toute manière. Mais Ferrari a été capable de comment je dirais ça, de se ressaisir. Donc, non, c'est ça. C'était vraiment une stratégie payante pour Ferrari. Oui. Puis, tu sais, comme je disais, jusqu'à la mi-course, je pense qu'il n'y a aucun des 4 pilotes qui savait exactement comment la course se dessinait. Tu sais, quand Leclerc est sorti des puits, il dit « Qu'est-ce qu'on fait? » Tu sais, je pense que vraiment la stratégie s'est développée en cours de Grand Prix. Ferrari a été juste plus efficace, simplement. Puis McLaren a trop focusé sur ce qui se passait avec ces 2 gars, sans regarder l'image complète, comme je disais. Puis, ils se sont compromis en usant leurs pneus beaucoup trop vite. Exact. Donc, non, vraiment, Ferrari, je leur lève leur chapeau. Non, c'était... Tu sais, même... Probablement... je sais que dans tes rêves, tu voulais un doublé McLaren, mais je dois dire, une victoire Ferrari à Monza... Un beau moment, quand même. C'est le plus beau moment de la saison. Oui, vraiment, Monaco était un super beau moment. Oui. Moi, personnellement, j'ai plus été ému par Monaco. Ouais. Mais ça, c'est probablement dans le top 3 aussi. Oui. C'est vraiment... Mais les images... Tu sais, le moment de Monaco était plus grandiose, si on veut. Mais les images de ce Grand Prix d'Italie, pour moi, ils sont imbattables. Ouais. Le podium, je trouve que c'est le plus beau podium. Avec, évidemment, tout le monde en rouge, les drapeaux. Il n'y a rien qui bat ces images-là de ce qu'on appelle le track invasion à Monza. Ouais, exact. Ça, c'est un des meilleurs moments du Grand Prix d'Italie. Sinon, le meilleur moment, parce que on sait que c'est souvent... C'est parce que les tifosi, ce sont des passionnés. Monza c'est un paradis. Alors, il n'y a pas à dire, juste voir un pilote Ferrari dans une voiture Ferrari gagner le Grand Prix d'Italie à Monza. Il y a... Avant, t'as Phil Lambert qui était là. Oui. Quel moment. Et on salue justement notre bon ami Phil Lambert qui était à Monza, qui est encore à Monza, on va se dire, mais malheureusement, il n'a pas été sur la piste. Je pense qu'il a pris aussi la bonne option de rentrer tout de suite pour battre le trafic. Tiens, on va aller parce que on va aller regarder ce qui s'est fait dans les autres, parce que il y a dans un autre hémisphère, Red Bull, et on l'a dit. C'était un week-end un peu... c'était un week-end difficile.
si jamais c'était difficile pour McLaren en piste, je pense que ça a été difficile pour Red Bull les 3 jours. Ouais. Honnêtement, méconnaissable. Max a fait des erreurs qui sont atypiques de lui. Mettre les roues hors piste ici et là, puis plus qu'une fois. Là. Il était vraiment pas dans le coup. Puis j'ai l'impression que c'était pas juste lui, c'était la voiture. Cette fois-là, il n'y a aucune explication. Évidemment, Monza est tellement un circuit opposé à Monaco. Monza est un circuit unique. Par sa nature, c'est seulement, je pense, 11 virages, quelque chose comme ça. C'est à fond pour comme quoi 85% du tour à peu près. Là. C'est un circuit purement de vitesse et de moteur. Ouais. Puis ben c'est là qu'on remarque que la Red Bull, sa grande force, c'est les virages. Ouais. Pas les lignes droites. Tu regardes les vitesses de pointe, Verstappen et dans la deuxième moitié pour à peu près toutes les mesures. Le speed trap, les vitesses de pointe complètes, la vitesse au moment de franchir la ligne d'arrivée, il n'est pas dans la première moitié. Ouais. Perez, même chose. Fait que vraiment, Red Bull avait une défaillance à ce niveau-là. Puis, il n'y avait rien à faire. McLaren n'était pas dans le top non plus, mais leur gros avantage est vraiment la vitesse qu'ils sont capables de maintenir en virage, qui a vraiment été marquante en qualification. Oui, vas-y, continue. Oui, vas-y. Ben, et j'ai envie de... Et je regarde ça. Pour une fois, Max Verstappen n'a pas vraiment gagné de position par dépassement parce que... il a gagné une position, mais c'est parce que George Russell a eu vraiment de la difficulté. Il a raté son premier virage. Il y a eu des dommages. Donc, Verstappen était un peu seul au monde, en quelque sorte. Donc, et un de ses faits d'armes, ça a été de retenir Lando Norris le plus longtemps possible avant de s'arrêter parce qu'il était sur une stratégie de hard, medium. Et une fois qu'il a pu déposer les armes, ben, il retournait un peu à sa position habituelle à une position un peu esselée en course. Ouais, ben regarde, malgré le départ, on peut dire catastrophique de George Russell, il a fini moins de 2 secondes derrière Verstappen. Fait oublie ce mauvais départ-là. Ça aurait été littéralement Ferrari-McLaren. Ouais. Vraiment mélangé. Ensuite de ça, Mercedes 5-6, Red Bull 7, puis Red Bull 7-8. Ouais. Red Bull, vraiment, la voiture n'était pas dans le coup. Et pour Sergio Perez aussi, son seul rival, c'était George Russell avec, quelques dépassements sur Alex Albon, Kevin Magnussen qui étaient devant, mais c'était mieux. Est-ce que j'ai envie de dire que c'était mieux qu'à Zandvoort considérant les circonstances ou c'est juste le statu quo? C'est correct, honnêtement, je regarde son écart avec Verstappen, quinzaine de secondes. Il y a des stratégies différentes. Lui, il a fait un seul arrêt. Il a essentiellement fait la même chose que Sainz et Leclerc, juste avec une beaucoup moins bonne voiture dans les circonstances. Ouais. Je trouve honnêtement qu'il a fait, encore une fois, comme la semaine dernière, il a fait sa job. Ni plus ni moins. Exact. Donc, en plus, il nous a offert au moins un bon duel avec George Russell. Donc, au moins pour un week-end de plus, il pourra respirer l'air sainement. Donc, c'est une bonne chose dans les circonstances. Mais Red Bull était vraiment, mais vraiment pas dans le coup.
de l'ensemble du week-end. J'ai juste un petit point. Je me rappelle pas si jamais c'est lui qui a failli dans. Je me rappelle. Je sais que ça impliquait George Russell, mais là, j'ai un blanc. Là. Est-ce que c'est lui qui a freiné, qui a tourné en freinant au premier virage, puis qui a failli avoir une collision avec Russell, parce qu'honnêtement, il a freiné dans une drôle de ligne. C'était-tu lui ou Max? Ou je me rappelle plus. Je sais pas si jamais tu sais de quoi je parle. Au départ, ça? Non, peut-être au 35e tour ou quelque chose comme ça. Oh, ça je l'ai manqué. Bon, laisse faire. Efface. Ah ouais. Peut-être effaceras ça au montage. Mais non, il y avait eu vraiment un close call. Puis j'avais fait, ben voilà, non, c'est quoi ce freinage-là? Mais je me rappelle plus c'était qui. Ouais, je vais effacer ça au montage. On va maintenant passer chez Mercedes. C'est dans ma tête, je me disais que Mercedes allait jouer les troubles faites. Finalement, ça n'a pas été le cas. Hamilton 5e, tout comme Max Verstappen esselé. On l'a pas vu faire grand chose. Et George Russell s'est raté avec son départ. Le dommage à l'aileron avant qui a un peu ruiné ses chances d'aller obtenir un top 5 minimum parce que personnellement, je ne pense pas qu'il avait le rythme pour un podium. Mais Mercedes, qui avait montré de bonnes choses, a affaibli pendant le Grand Prix. Ah, je pense que du moment que Russell a raté son départ, les chances de Mercedes étaient essentiellement terminées. Ils sont dans un circuit comme celui-là, pas dans la même catégorie que les Ferrari, mais la voiture est peut-être à ce moment-ci plus adéquate que Red Bull. Ouais. Fait que là, on est en train de se dire, OK, sur certains circuits à haute vitesse, Red Bull n'est plus la première, n'est plus la deuxième, n'est plus la troisième voiture. On est dans un point où que la voiture qui a gagné 21 des 23 Grands Prix l'an dernier n'est peut-être plus dans le top 3. Ouais. T'imagines? Ouch! Hey, c'est une bonne saison quand même. On va se le dire. C'est intéressant. Il y a absolument aucune façon de prévoir ce qui va se passer à chaque course. Ouais. Je veux dire, le prochain Grand Prix, n'importe quelle des 4 écuries pourrait avoir une chance de se battre pour la pole. Oui. Je pense, OK. Red Bull, avec ce qu'on voit présentement, peut-être moins, mais Max, c'est quand même un pilote qui peut te sortir un tour à tout moment. Tu vas le placer là. Ouais. J'ai hâte de voir à Bakou et à Singapour comment va être l'échiquier pendant les Grands Prix parce que surtout Singapour, ça va être assez intéressant. Donc, surtout pour Mercedes. Surtout. Et Singapour, qui est le mouton noir de Red Bull depuis plusieurs années. Oui. Donc, c'est pas terminé ce championnat-là. Évidemment, Norris a perdu une énorme opportunité d'aller chercher quoi? Max a fini 6e. 6e, c'est quoi, 8 points? Attends, répète. C'est 6e, tu ramasses 8 points, je pense. Ouais. T'sais, Norris, avec une victoire aujourd'hui, se distançait de Max par 18 points. Finalement, c'est juste 8. Donc, énorme opportunité manquée, mais tu as des circuits qui s'en viennent que Red Bull, tu peux déjà prévoir des petits problèmes. Ouais. Ben, c'est pas fini. Évidemment, ils se sont tirés dans le pied aujourd'hui. Ouais. Et je sais, bon, je pense que Lando va pouvoir passer des nuits entières à bien dormir, ou je sais pas trop, là, mais je sais qu'il y en a un qui va passer des nuits entières à bien dormir, et c'est Kevin Magnussen qui non seulement obtient une 10e place, donc 1 point,
mais il sera suspendu parce que il a causé une collision avec Pierre Gasly durant l'épreuve, a obtenu une pénalité de 10 secondes justement pour cette raison, et ça équivaut 2 points. Donc, selon le règlement sportif de la FIA, quand vous obtenez 12 points sur 12 sur une période de 1 an, ça déclenche automatiquement une suspension une suspension d'une course. Et d'ailleurs, je viens de recevoir à l'instant même, au moment où je vous parle, le document officiel confirmant la suspension de Kevin Magnussen pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Mais on va se dire, Magnussen, dans une course où je m'attendais à voir Hülkenberg, ça a été Magnussen qui a été le meilleur pilote chez Haas aujourd'hui. Ouais, les deux ont eu des petits incidents. Magnussen s'en est juste beaucoup mieux tiré, malgré sa pénalité. Ouais. S'en est très, très bien tiré. C'est juste, comme je dis, c'est dommage que un de ses meilleurs résultats de la saison va être suivi d'une course de suspension. C'est juste comme, on dirait qu'il peut pas tout avoir en même temps. Mais bon, regarde, je pense pas non plus que Haas était dans le coup pour un circuit comme Bakou. Bon, regarde, on sait jamais. Hein. Mais le point c'est comment je te dirais? C'est peut-être une autre belle opportunité pour Ollie Bearman de se préparer pour l'an prochain. J'imagine que ça va être lui qui va être choisi. Là. Donc, c'est un pilote Ferrari qui a déjà son contrat l'an prochain avec Haas. Fait que je vois vraiment mal comment est-ce qu'ils vont aller ailleurs. Je pense que l'autre pilote de réserve Ferrari est Giovinazzi. Ouais. Si je me trompe pas. Donc, je pense que Haas va préférer peut-être déjà donner un petit peu d'expérience à son futur pilote. Ouais, exact. Et puis, je pense qu'il y a... même s'il y a de la Formule 2, je pense que dans les circonstances, Haas va donner le volant à Bearman. Et oui, effectivement, ils vont être à Bakou pour la prochaine épreuve. Donc, je pense que Prema va probablement devoir se trouver un autre pilote le temps que Bearman aille couvrir, parce que on va assumer, je ne pense pas que Pietro Fittipaldi sera là. Et d'ailleurs, je pense qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit pourquoi pas Fittipaldi, mais je pense que Fittipaldi, comme il est en IndyCar, je pense qu'il y a une course le même week-end. Donc, je vais aller confirmer, mais je pense qu'on peut oublier Fittipaldi. Donc, je pense que ça va être... je confirme. Ce serait juste plus logique de toute façon, Bearman. Exact. C'est plus logique que ce soit Bearman devant qui va prendre la place au lieu de Fittipaldi. Et ça va exactement le préparer un peu plus pour la saison prochaine, parce que je sais aussi qu'il va participer à d'autres FP1 cette année. Donc là, il va avoir une autre expérience en course, mais avec son futur employeur. Puis Bearman, d'ailleurs, a eu quand même un pas pire week-end, là, honnêtement. Donc, tu sais, il y a eu un très difficile début de saison. Ça se replace dans son cas. Pour une des premières fois, si je ne me trompe pas, de la saison, a ramassé plus de points que Kimi Antonelli en un week-end. Ouais. Bon, évidemment, Antonelli a eu un samedi un petit peu difficile. En fait, a eu un week-end assez mouvementé overall. Mais bon, Bearman a profité de ses chances ce week-end. Pas autant que Bortoleto, mais c'est ça. Donc, non, j'ai hâte de voir parce que je pense que
je pense on s'entend que Behrman, maintenant qu'il s'adapte mieux avec cette voiture de Formule 2 et qui est moins malchanceux, il montre une bonne partie de l'étendue de son talent, un peu plus. Donc, là, bon, ça reste à confirmer. On a quand même 2 semaines entre maintenant et Bakou, mais on est d'accord pour se dire que ce serait lui qui va remplacer Magnussen à Bakou. À moins d'une condition qu'on n'est pas complètement qu'on n'est pas au courant, là, une clause ou quoi que ce soit. Je vois vraiment mal pourquoi. Ouais. Je veux dire, il va déjà être là. C'est déjà planifié qu'il soit là. Exact. Donc, et parlant de Formule 2, dis-moi, François, qu'as-tu pensé? On l'a pas beaucoup vu, mais Franco Colapinto, qui finit 12e à son premier Grand Prix en carrière, on ne l'a pas beaucoup vu, mais il n'a pas, de ce qu'on a vu, il n'a pas fait d'erreur. Il a été calme aussi, donc, et a ramené la voiture en un morceau. Donc, vraiment, c'est un baptême réussi pour sa part. Ben, écoute, comme je disais plus tôt, 6 positions gagnées, c'est le plus de toute la grille. Mm-hmm. Bon, évidemment, il y a eu des situations comme dans ça, dans un abandon de Tsunoda, il y a eu des pénalités à d'autres pilotes, blablabla. Puis tu as 2 voitures là-dedans qui sont très, très anonymes en saveur, qui sont pas vraiment très, très compétitives, disons. Donc, je m'attendais quand même à ce qu'ils terminent devant eux. Mm-hmm. Mais écoute, le moins on le voyait, le mieux c'était. Puis c'est ça qui s'est passé. Ouais. Je pense honnêtement qu'il a raté une belle chance de passer en Q2 hier. Oui. Parce que je pense qu'il avait le rythme. Je regardais son écart avec Albon. C'était très, très raisonnable. Puis Albon s'est rendu en Q3. Fait je pense honnêtement que c'est une chance manquée. Faut juste pas que ça se produise à chaque week-end. Mais comparé à un certain autre pilote qui a été dans son siège avant, quand tu as fait une erreur, il l'a pas sacré dans le mur. Et en plus, justement, tu parles de la qualification de Colapinto. Après son premier tour, je pense qu'il était à 2 millièmes d'un passage en Q2, puis il avait amélioré son premier secteur. Et évidemment, dans le deuxième, là où il y avait le deuxième Lesmo, il est parti large, a amené du sable sur la piste et a ruiné sa chance. Mais, n'eût été de cette erreur, je pense que il aurait été vraiment dans le coup pour passer en Q2. Donc, il a vraiment bien fait dans les circonstances. Donc, certes, on pourra dire, oui, cette erreur lui a coûté une Q2, mais imagine si c'était mieux placé. Je pense, bon, le résultat aurait probablement été le même, mais qui sait? Oui. Mais regarde, il y a d'autres pilotes qui ont fait exactement la même erreur. C'est juste qu'ils comptaient sur une meilleure voiture pour se rattraper après. Sainz aussi a mis une roue en dehors. Je me rappelle pas si Chabel Lando l'a fait, mais je sais que Max aussi l'a fait. Oui, les gros pilotes l'ont fait aussi. Oui, c'est ça. Je veux dire, c'est pas une erreur honteuse. Non. C'est une erreur littéralement juste d'appui, parce que souvent, ce qui se passe dans le SPO2, c'est que quand tu es un petit peu trop agressif sur le vibreur intérieur, ta voiture rebondit. Mm-hmm. Et ensuite de ça, ce que ça fait, c'est que tu as peut-être moins le contrôle sur ta ligne de sortie. Puis, parce que l'intérieur du virage est fait en creux. Mm-hmm. Donc, en tout cas, c'est... regarde, comme je dis, il y a plein de pilotes avec des années d'expérience qui ont fait la même chose. C'est pas grave. C'est son premier Grand Prix. Sa première qualif en F1. Je veux dire, il y a des dizaines de façons que ça aurait pu être pire. Oui. Non, c'est ça. Je pense, comme erreur, si je préfère faire une erreur à mon premier Grand Prix, c'est bien à Monza, sur une piste entièrement resurfacée. Donc, je pense que au moins, je m'en sors, mais je sais que je peux me réajuster après dans le prochain tour. Et puis, moi, je dois dire, il y a vraiment... comme j'ai dit,
il a pas loin d'avoir été mauvais. Donc, non. La voiture en un morceau, honnêtement, c'était l'objectif numéro 1 ce week-end. Pas de dommage. Et en plus de ça, Alex Albon marque 2 points pour Williams. Donc, ça s'éloigne un peu plus de Sauber et se rapproche tranquillement d'Alpine. Donc, imagine si week-end ordinaire. Excuse-moi, je t'entendais pas. Donc, j'ai dit Alpine, un autre week-end ordinaire. Là, on dirait qu'ils sont en train de rechuter un petit peu. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Et c'est bien que tu parles d'Alpine parce que je pense aussi qu'il y avait des employés de Viry-Châtillon aussi qui étaient présents pour montrer leur désaccord quant à la possibilité de voir le moteur Renault être remplacé par potentiellement moteur Mercedes d'ici 2025 ou 2026. Donc, il y a eu beaucoup d'employés qui étaient présents pour montrer leur insatisfaction. Donc, ils étaient là, puis ils ont vu Alpine en arracher. Donc, c'était pour eux c'était un moyen pour leur dire karma, pour ne pas citer Taylor Swift. On va parler... Aston Martin, Fernando Alonso, avec la pénalité de Kevin Magnussen, finit à seulement 1/10 d'une 10e place et d'un point. Mais on va se dire, Aston Martin, encore une fois, ça va plus à reculons plutôt qu'en avançant. On pourrait pas dire que Aston Martin voyez les courses droit devant, plus droit en arrière, droit derrière. Ouais, mais comme je disais, Stroll, c'est ça. J'ai déjà dit ce que je pensais sur sa course un peu plus tôt. Puis, tu sais, vraiment, je pense pas vraiment que c'est sa faute, mais je comprends juste vraiment pas le geste. J'ai pas vu Stroll faire de grosses erreurs, mais j'ai vu je trouve que dans le cas d'Alonso, là, la touche magique qu'il y avait l'an dernier, je sais pas si jamais, bon, il est en train de finalement montrer ses signes d'âge. Mais, tu t'écoutes en qualification hier puis tu sais, ça fait plusieurs fois qu'il fait ça cette année, où il fait un tour, il complète un tour qui est correct, puis qui dit, écoute, j'ai tout fait, je suis pas capable de faire plus, fait que je rentre. J'ai l'impression que soit lui-même se décourage, ou bien vraiment c'est qu'il tire le maximum de la voiture puis qu'il n'y a plus rien là. Moi, j'ai plus l'impression, effectivement, c'est pas plus une question d'âge, c'est plus de potentiel de la voiture que je vois. Alors, mais il manque la drive l'an dernier quand même, on va se le dire. Hein. Ouais, on voit une différence entre la voiture de cette année et de l'année dernière, surtout dans les premières courses de la saison. Donc, j'aurais souhaité que les nuages tombent chez Aston Martin pour revenir à un ciel plus clair, mais non. Non, puis tu sais, la voiture n'aide pas. J'ai l'impression que vraiment Alonso est frustré par le fait que je me rappelle plus c'est qui avait dit ça sur F1 TV, mais que tu sais, toutes les autres écuries, quand ça amène des nouvelles pièces, c'est des upgrades. Ouais. Tandis que chez Aston Martin, ils appellent ça des updates. Update ou downgrade. C'est ça. Donc, ils appellent plus ça des... Quand tu donnes un nouveau package puis que ce n'est plus un upgrade, je trouve ça quand même comique comme situation. Ouais. Mais vraiment, là, Aston prend le chemin opposé à McLaren depuis le début de la saison d'avant. C'est littéralement, là, tu mets les deux sur un graphique, c'est chemin opposé. Ouais, exactement. C'est décevant. Je vais juste compléter en disant que j'ai parlé d'Aston Martin, la voiture de sécurité, comme moment cocasse. J'ai oublié de dire aussi que
le mécanicien chez V-Carb qui touche la voiture de Daniel Ricciardo, ça a ruiné carrément la course de l'Australien. Parce que, oui, il y avait peut-être des points en jeu, là. Oui, il y avait des points en jeu, mais là, à la place, c'est 10 secondes supplémentaires qui se sont ajoutées au temps de Ricciardo à la fin de l'épreuve. Donc, ça c'est une erreur bête qui coûte cher pour Red Bull. Je sais pas si le mécanicien était sans mémoire de la règle, mais ça a fait énormément mal. Écoute, tu le voyais tout de suite, il faisait comme qu'est-ce que je viens de faire. Ouais. Écoute, je dis, il y avait des points en jeu. Honnêtement, il a fini à quoi? 25-30 secondes de la 10e place, mais je pense que c'était juste le point tournant qui a peut-être fait en sorte que même si jamais il y avait une safety car, quoi que ce soit, que ses chances étaient nulles. Il était à 12 secondes derrière Colapinto. Fait que, ouais, exact. Disons qu'il aurait peut-être pu être dans le coup si jamais tu avais une neutralisation. Mais regarde. Exact. Si... It is what it is. Rendu là, tu peux pas contrôler toutes ces petites choses-là en tant que pilote. C'est là que tu vois que la F1, c'est un sport d'équipe. Ouais. C'est pas comme le tennis où que si jamais tu brises ta raquette, c'est juste de ta faute. Dans ce cas-là, en F1, quand tu rentres au puits, tu comptes sur les mécanos, tu comptes sur l'écurie de bien timer ton arrivée, de préparer les pneus, préparer les outils. Ouais. C'est un sport d'équipe où tu es le seul sur le terrain, sur la surface de jeu. Exact. Donc, ça, c'est ça. On gagne en équipe et on perd en équipe. Alors, c'est ça. Ça va être ça. Donc, ça a coûté cher à V-Carb, entre autres, et le pauvre Yuki Tsunoda, pouvait rien faire sur le dépassement raté de Nico Hülkenberg. Ça a ruiné sa course, mis fin à sa course même. Déjà qu'il n'y avait pas un gros week-end, là, on s'entend. Exact. Donc, c'était un week-end à oublier pour Yuki Tsunoda. On va passer maintenant, je vais vous donner les résultats de la Formule 2 et Formule 3. François en a parlé, en fait. Ollie Bearman a gagné la course sprint devant Victor Martins et Joshua Doigson, qui a un deuxième podium en carrière en Formule 2. Et dans la course principale, Gabriele Bortoleto a fait de 22e à 1er. Il a gagné devant Zane Maloney et Richard Verschoor. Et au classement des pilotes, alors qu'il reste les épreuves de Bakou, Qatar et Yas Marina, Isaac Hadjar est premier avec 165 points. Bortoleto est maintenant deuxième avec 154 points et demi parce que lui et Denis Sauger dans la course sprint ont terminé sur un dead heat. Donc, à la place de donner chacun des points, la FIA leur a donné un demi-point. Ensuite, en troisième place, Zane Maloney est troisième avec 135 points. Paul Aron est quatrième avec 124 points. Et cinquième, c'est Jack Crawford avec 105 points. Ensuite, on a le futur pilote de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, qui est sixième avec 9 points. Et pour Ollie Bearman, il est 14e avec 50 points. Et en Formule 3, la course de dimanche matin en était une, parce que Leonardo, il y avait, je pense, 7 pilotes qui pouvaient espérer gagner le championnat. Et ça s'est joué dans le dernier tour, dans le dernier virage. Parce que d'abord, je vais vous donner le résultat de la course dans la course principale. C'est le Français Sami Megetunif qui a gagné devant Leonardo Fornali qui a dépassé et Christian Mansell. Et en vérité, Fornali a dépassé son adversaire dans le dernier tour pour s'adjuger du championnat de Formule 3. Le pauvre Gabriele Mini, lui, je pense avait fini devant, mais a été disqualifié pour pression des pneus en bas de la limite. Donc, et je pense qu'il y avait plusieurs autres pilotes qui ont été disqualifiés.
Donc, ce qui a fait en sorte que, heureusement, j'ai envie de dire heureusement pour Mini, il n'a pas gagné la course et le championnat parce que sinon, ça aurait été encore plus crève-cœur pour le pilote italien. Et dans la course sprint, donc victoire de Tim Travis devant Ramos et Don, voilà le podium. Et ce qui fait en sorte que, Leonardo Fornali a gagné le championnat devant Gabriele Mini et Luke Browning. Voilà le classement final de la Formule 3, disqualification incluse. Oui, puis, écoute, c'est un petit peu dramatique comme fin, honnêtement, mais je trouve que moi, j'ai regardé beaucoup plus la F2 que la F3, mais Gabriele Mini, pour vrai, si jamais il y a du positif à voir chez Alpine, c'est lui. Oui. C'est un excellent pilote d'avenir. Je pense qu'il va bien faire en F2. Mais tu sais, quand tu te fais disqualifier pour des choses comme ça, ouch! Vraiment, là. Mais bon, dans ce cas-là, évidemment, il y a tellement pas beaucoup de courses en F3 que t'as pas vraiment de chance de rattraper justement des situations comme ça, des erreurs, des disqualifications, tout. T'as seulement 9 courses, si je me trompe pas. 9 ou 10. Fait que ça va très, très vite. Puis pour ce qui est de la F2, pour vrai, là, je pense que c'est un des week-ends les plus impressionnants que j'ai vu d'un pilote. Overall, depuis un méchant bout de temps. De remonter dans les points après être parti 22e en fond de grille sur un circuit qui est relativement difficile à dépasser parce que Monza, autant c'est rapide que c'est rapide pour tout le monde. T'as seulement 11 virages, là. Puis c'est 21 tours pendant le sprint, si je ne me trompe pas. 21 tours avec des safety cars puis tout qui a réussi à remonter tout ça. Bon, dans la deuxième course, la safety car, lui a essentiellement fait la victoire. Mais pendant le drapeau vert, il roulait. Puis il n'y a personne qui pouvait le toucher. C'était vraiment impressionnant. Je voulais aussi noter Paul Aaron. Oh. Il avait tellement un bon début de saison, mais dans les 4 dernières courses, il y a 7 points. Il a complètement choqué. Ouais. Il y a des situations qui ne sont pas de sa faute, là, mais on dit que McLaren a choqué aujourd'hui. Paul Aaron choque depuis 4 courses. Ouais. C'est débile. Ouais, c'est dommage parce qu'il avait effectivement bien commencé la saison, mais ensuite, et même dans le sprint hier, samedi, il a été, disons, malchanceux. Soit malchanceux ou bien je pense qu'il était trop ambitieux sur un dépassement sur Zane Maloney. Alors, c'était des points perdus pour lui. Et là, le champion, à moins d'un revirement assez spectaculaire, je ne le vois pas. Je pense que le titre l'échappe de plus en plus. Et la toile de fond, ça se joue entre Adjar, Bortoleto, puis même à la limite Maloney. Maloney, là, c'est hot or cold. Je trouve que vraiment, là, soit il ramasse des podiums, soit il est nulle part. C'est. Écoute, il y en a combien de victoires à date cette année? Il y en a 3, je pense. C'est impressionnant. Non, il y en a juste deux. En tout cas. 2. Mais, et les 2 étaient dans la première épreuve au Bahreïn. Ah, voilà. Mais l'affaire, c'est que lui, c'est vraiment tout ou rien. Soit il est en avant, soit il est complètement hors de contention. Ouais. Mais regarde, c'est ce qui fait. C'est drôle parce que c'est un pilote qui appartient à Sauber et c'est exactement l'inverse de ce que l'autre a fait avant. Pour Cher, l'an dernier, régulier comme un métronome. Mm-hmm. Lui,
exactement l'inverse. C'est une montagne russe, mais quand ça va bien, aïe aïe. Ouais. Donc, la prochaine épreuve de Formule 2, parce que celle de Formule 3 est terminée, ben, ce sera à Bakou du 13 au 15 septembre. Mm-hmm. Donc, je vais vous donner le classement des pilotes en Formule 1 après le Grand Prix d'Italie. Max Verstappen mène avec 303 points. Lando Norris reste deuxième avec 241 points. L'écart se réduit, mais pas aussi considérablement que le Britannique souhaitait. Charles Leclerc, troisième avec 217 points. Oscar Piastri, quatrième avec 197 points. Carlos Sainz, cinquième avec 184 points. Lewis Hamilton, sixième avec 164 points. Sergio Perez, septième avec 143 points. George Russell, huitième avec 128 points. Et ensuite, on a Fernando Alonso et Lance Stroll qui restent à 50 et 24 points respectivement. Incroyable l'écart. L'écart entre le top 8 puis... Ah, mon Dieu. C'est un autre hémisphère. Complètement. Puis encore une fois, on le voit dans cette course-là. Là. Ouais. Les 8 premiers dans un range d'à peu près 50 secondes. Évidemment, c'est déjà assez un large écart, puis après ça, ça prend un autre 15 secondes avant que l'autre apparaisse. Ouais. C'est ça. Ça a été... Il y a encore un gouffre entre le top 4 et le reste. Ouais. Et d'ailleurs, parlant des constructeurs, ben, Red Bull est toujours premier avec 446 points, mais maintenant, il y a 8 points d'écart avec McLaren, deuxième. Ferrari, attention, se rapproche, hein, tranquillement pas vite, avec 407 points. Donc, il y a quand même 39 points qui séparent Red Bull de Ferrari. Mercedes est quatrième avec 292 points. Aston Martin est cinquième avec 74 points. RB, V-Carb, whatever, est sixième avec 334 points. Haas est septième avec 28 points. Alpine est huitième avec 13 points. Williams, neuvième avec 6 points. Et Sauber, toujours avec un gros 0. Alors, c'est ce qui complète cet épisode du Bulletin GP. Avant de vous dire nos prochains rendez-vous, François, tu sais, je me suis donné un défi pour l'épisode d'aujourd'hui. Ceux qui me connaissent ou ceux qui la connaissent vont peut-être le remarquer, mais je me suis mis un défi de plugger des titres de chansons de Marie-Pierre Arthur, qui est mon artiste préféré, et dont l'album est sorti ce vendredi. Donc, je m'étais donné un défi de plugger des chansons, des titres de chansons de Marie-Pierre Arthur, et ça... Jamais rien remarqué. Vas-y, nomme-moi les. Non, je vais faire une compilation, mais t'avais rien à faire. All right, tout ça pour ça. Tout recommence. Entre nous, Pas le courage, Dans tes rêves, Miroir, Paradis, L'autre hémisphère, Pour une fois, Oh my God. armes, Respirer l'air, Dans ma C'est tête, cool. Les nuits entières, Dis-moi, Qui c'est, Droit devant, Les nuages tombent, Sans mémoire et surtout ma préférée, La toile. T'es un idiot. Ah! Tellement fier de son coup. Ah! En fait, l'autre étape, c'est de savoir c'est qui Marie-Pierre Arthur? Ou bien ceux qui me connaissent vont dire Abdou tabarnak. Regarde, je reste poli. Mais écoute, fait que, c'est quoi la prochaine fois? Il faut que je plug les noms de chansons d'Avicii? Ah, tu peux. Tu Okay. peux. En français ou en anglais? Je te donne les défis de le faire en français, mais je vais être gentil de le faire en anglais, ça va être mieux. Parfait. Mais réveille-moi au prochain Grand Prix. Ah, ça commence bien. Et ben, je vais te réveiller au prochain Grand Prix parce que c'est celui d'Azerbaïdjan et c'est d'ailleurs notre prochain rendez-vous pour l'après-course du bulletin GP. Et d'autant plus aussi que notre prochain épisode, ce sera la semaine prochaine où on va revenir sur la nomination de Andrea Kimi Antonelli chez Mercedes. Alors, ce sera disponible sur vos plateformes de podcast préférées, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et autres. Et
On est aussi sur Facebook, Twitter, Instagram et Threads @le bulletin GP. Donc, si jamais vous voulez m'envoyer promener parce que j'ai plugué du Marie-Pierre Arthur, s'il vous plaît, ne le faites pas. Vous pouvez le faire. Oui, on a aussi le groupe Facebook La Monoplace, où François d'ailleurs est un des modérateurs, et on salue les frères Légaré Turcotte qui sont sûrement contents de la victoire de Ferrari. François, merci beaucoup d'avoir été là. Ça fait plaisir, Abdou. Merci encore une fois pour l'invitation. Et on se reprend ça pour une prochaine fois. On se retrouve pour un prochain épisode du Bulletin GP. On continue toujours de rouler avec le Bulletin GP. Portez-vous bien. Faites attention à vous de grâce. Et... Faites attention à Abdou aussi, s'il vous plaît. Oui, faites attention à moi aussi. Donc, je vais aller mettre ma tête à off. Et c'est une autre chanson de Marie-Pierre Arthur. Je le savais. OK. Mais, fini. Bye! Bye! T'es con.